Second invité, Quentin Verreken, chercheur qualifié FNRS en histoire de l'UC Louvain. Bonjour ou bonsoir, fraîchement nommé, je l'ai dit. Alors vous, c'est un prof qui vous a donné le déclic en humanité pour le goût des études. Pourquoi? Parce qu'il montait sur des tables? Oui, tout à fait. Quand j'étais en humanité, pendant longtemps, j'ai été un élève un petit peu dissipé. Et puis j'ai eu ce professeur que j'ai rencontré qui a induit vraiment un changement. Il était un peu comme, je dirais, Robin Williams dans le Cercle des poètes disparus. Il montait sur les tables pour imiter Cicéron, en train de plaider. Mais en même temps, c'était un professeur assez exigeant. Et donc, il nous a vraiment donné le goût de la connaissance et de la réflexion. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de me dépasser aussi dans les études, notamment. Au départ, vous hésitez journalisme et histoire. C'est vrai, oui. J'ai hésité longtemps entre les deux. Finalement, j'ai choisi histoire parce que je trouvais que c'était des études et un métier qui amène un certain recul par rapport aux événements qu'on étudie. Prendre le temps d'y réfléchir, de les penser, c'était vraiment ça qui m'a attiré dans ces études. Et donc, c'est l'histoire de la justice à un moment donné qui vous occupe. L'histoire de la justice, c'est abstrait ou malgré tout, on comprend la vie des gens de l'époque? On comprend la vie des gens de l'époque, véritablement. J'aime toujours dire que l'histoire de la justice, c'est en fait surtout le crime. Quand on travaille notamment sur des périodes assez lointaines comme le Moyen-Âge, c'est un révélateur des tensions sociales. Parce que quand un crime est commis, c'est qu'il y a eu un problème, il y a eu un conflit. Et donc les archives qu'on a conservées pour cette époque permettent de documenter tous ces problèmes qu'il y a pu avoir. Oui, alors vous, votre spécialité, c'est la criminalité militaire, où là, il y a un angle mort. Alors au départ, quand vous avez commencé, on vous a dit, mais enfin, tu ne peux pas faire que ça. Or, aujourd'hui, vous êtes comme historien en pleine actualité, hélas, brûlante. Oui, tout à fait. C'est quelque chose, c'est assez particulier quand on se sent finalement un peu rattrapé par ces sujets de recherche. À la base, l'histoire de la justice est un domaine de recherche assez large et malgré tout, on manquait beaucoup de travaux sur ce contexte particulier qui est le crime de guerre ou le crime en temps de guerre, surtout au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, oui. Pourquoi au Moyen-Âge? Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus. On manquait, ou en tout cas d'archives directes, notamment pour tout ce qui est les archives des juridictions militaires qui ont malheureusement été perdues pour cette époque, si elles n'ont jamais existé. Et donc, c'est souvent une quête d'arriver à trouver de la documentation dans d'autres fonds d'archives, avec d'autres types de documents. Alors, on parle de violence permise ou de violence condamnée. C'est quelque chose qui traverse toute votre recherche. Mais enfin, la guerre de tous les temps, c'est quand même un festival atroce de crimes où, excusez-moi l'expression, on se fiche des lois. Pas tant que ça, en fait, et c'est ça qui est assez fascinant à observer. Déjà, au Moyen-Âge et depuis l'Antiquité, les militaires, non seulement, mais aussi les juristes, les théoriciens politiques, réfléchissent à ce qu'on appelle le droit en guerre, le jus in bello, et quelle est finalement la frontière entre l'acte de guerre acceptable et, au contraire, la violence qui doit être condamnée. Ce qui existe aussi d'une certaine manière aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les curseurs ne sont pas aux mêmes endroits. Mais c'est quoi finalement la différence? La différence, je dirais qu'aujourd'hui notamment, on définit de manière très précise ce que peuvent être les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, selon toute une série de critères juridiques. Au Moyen-Âge, ce n'est pas tant la nature de l'acte que son contexte qui définit le crime en temps de guerre. Je donne souvent cet exemple, par exemple, piller en territoire ennemi, au XVe siècle, c'est quelque chose de totalement accepté, encouragé. Par contre, piller en territoire allié, la population que vous êtes censé défendre a exactement les mêmes comportements. Là, par contre, ce n'est pas permis. C'est un crime et c'est poursuivi. Et le viol, qui, hélas, est aussi une constante historique. Absolument. Là aussi, malheureusement, ça dépend des contextes. Et effectivement, dans toute une série de cas, je pense notamment dans le cas de sièges de ville, le viol est souvent permis, ignoré, aussi parce que c'est une arme, encore aujourd'hui, une arme psychologique qui vise aussi à humilier le vaincu. Au XIIIe siècle, que vous avez beaucoup étudié, on cherche aussi à excuser les choses? Oui, absolument. En fait, trouver des excuses, comme aujourd'hui, guerre préventive, dommages collatéraux, etc. On tente toujours de justifier le contexte de guerre et effectivement, là aussi, dans les réflexions des juristes, il y a toute une série de réflexions sur ce qu'il s'appelle le jus ad bellum, le droit de faire la guerre, le droit de pouvoir rentrer en guerre, en définissant toute une série de critères qui permettent de justifier, par exemple, faire la guerre
aux gens qui ne partagent pas la même religion que vous. Ça, c'est toujours considéré comme quelque chose d'acceptable. Si vous êtes un roi, vous avez le droit de déclarer la guerre vous-même. Si vous êtes un petit seigneur local, là, par contre, vous n'en avez pas le droit, par exemple. Et puis, vous avez aussi étudié le pardon. Oui. Et le pardon collectif. Et il y a une lettre d'un militaire qui vous a particulièrement intéressé, qui date de 1400, combien 72 78, oui, tout à fait. Je suis tombé dessus un peu par hasard pendant ma thèse. C'est une lettre de rémission d'un homme de guerre qui s'appelle Jean de Marny et qui a été chargé à cette époque, en fait, il a été placé à la tête d'une petite garnison aux frontières du Royaume de France. Il devait surveiller et protéger les frontières, sauf que, comme lui et ses hommes n'étaient pas bien payés, voire pas payés du tout, ils ont commencé à piller, à s'en prendre à la population, à violer, et malgré tout, il a réussi à échapper à la justice en obtenant une lettre de pardon royal. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ce cas, en fait, c'est que des années plus tard, on retrouve cet homme de guerre à la fin de sa vie, quand il est assez proche de la mort, et vers 1510, il décide d'écrire ses mémoires, des mémoires militaires, des mémoires autobiographiques dans lesquelles il va revenir sur sa vie de soldat, mais aussi sur les méfaits qu'il a commis, les crimes qu'il a commis et les circonstances qui l'ont amené à être pardonné par le roi. Quand on parle aujourd'hui de génocide dans les conflits actuels, qu'en pense l'historien que vous êtes ? Comme on est dans un contexte tout à fait un peu particulier, notamment vis-à-vis de je pense à la situation de Gaza, ce qui est important à dire, c'est que même si, là, au moment où nous parlons, la Cour internationale de justice n'a pas encore rendu son avis, malgré tout, il faut déjà écouter tous les spécialistes du sujet, les spécialistes de l'histoire du génocide, les ONG humanitaires, etc., qui, que ce soit là ou dans d'autres contextes, sont ceux qui sont habilités généralement à nous conseiller là-dessus et qui, souvent, nous disent effectivement qu'on est dans une situation génocidaire, dans ce cas précis. En tant qu'historien, ce qui m'intéresse souvent, c'est, face à cette actualité qui est souvent brûlante, c'est toujours de faire un pas de côté et à réfléchir, notamment en termes d'approche. Par exemple, je travaille beaucoup, pas avec le concept de génocide, mais avec le concept d'atrocité militaire, qui est un concept qui est très englobant, qui permet de désigner aussi bien des violences de masse comme le viol, les massacres, le pillage, mais sans les hiérarchiser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il amène à s'interroger particulièrement sur l'expérience vécue des victimes. L'atrocité, c'est le propre de la guerre. Vous connaissez une guerre sans atrocité dans l'histoire de l'humanité ? Non, bien sûr, jamais. Mais malgré tout, il y a toujours, surtout aujourd'hui, des discours autour de comment bien faire la guerre propre, la guerre à petite échelle. Ouais. Tous les discours éthiques là-dessus qui existent et qui doivent être analysés. Ce sont des litotes, ça, non ? Ce sont des moyens de justification de contexte de violence. Comme au XIIIe siècle, quoi. Absolument. Et en fait, c'est ça aussi le travail de l'historien ou de l'historienne, c'est d'étudier ces moyens de justification et de les déconstruire aussi. La violence, on l'instrumentalise ? Toujours. On doit toujours lui donner des explications, des justifications a posteriori qui doivent être analysées et plus ou moins critiquées. Un chercheur comme vous, c'est un solitaire ? Non, pas... J'ai lu dans une interview, vous avez dit « je suis un solitaire qui me soigne ». C'est vrai. Au-delà de ma personnalité, de mon cas personnel, je dirais que malgré tout, on a l'image peut-être du chercheur de rat de bibliothèque qui travaille tout seul, mais en réalité, de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on travaille de plus en plus en équipe, on mène des projets de recherche collectifs pour étudier des larges contextes, des grands nombres de fonds d'archives, et tout ça nécessite bien entendu des ressources, des expertises extrêmement variées, donc de plus en plus on travaille en collectif. Quelle est aujourd'hui votre utopie de chercheur et dans quel domaine ? Allez-y, vous pouvez vous lâcher. J'aime bien revenir à ce qu'est la devise du FNRS, la liberté de chercher. Et cet enjeu de liberté, c'est souvent malgré tout un enjeu de ressources et notamment de financement. Financement par exemple dans les universités, mais je pense aussi à tous les établissements scientifiques fédéraux et en particulier les archives de l'État qui sont chargés de conserver et valoriser l'ensemble du patrimoine archivistique documentaire en Belgique depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir que rien que les 20 dernières années, la taille de la documentation qu'ils conservent a doublé
alors que les moyens à leur disposition, les moyens financiers ont diminué de 40%. Et donc, en fait, de régime budgétaire en régime budgétaire, aujourd'hui, les archives et les archivistes meurent quasiment de faim. Et au final, c'est toute une partie de la mémoire du pays qui est menacée à cause de cela. Tout n'est pas numérisé ou ma question est sotte? Non, c'est une question qui est légitime et que tout le monde se pose, mais malheureusement, la numérisation coûte très cher. Il faudrait des centaines d'années pour numériser tous les fonds d'archives qu'on possède. Et en plus de ça, le numérique est le support le plus fragile qui existe. Les supports, le parchemin tient bon. Le parchemin et ce qu'on appelle le papier chiffon, c'est-à-dire le papier produit avant le 19e siècle, sont les supports les plus solides. Donc votre appel utopique, si j'ose dire, c'est pouvoir continuer à financer la recherche parce que c'est aussi fondamentalement un enjeu de démocratie. Quentin Verheycken, merci d'avoir été mon invité. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces entrevues sur LN24, sur les sites de la DH, de l'Avenir et de la Libre. On se retrouve mercredi prochain avec Francesca Ketche, chercheuse qualifiée FNRS physique à l'Université de Namur, et Véronique Allouin, la secrétaire générale du FNRS. Bonne semaine, à la semaine prochaine.